Parlez de la sécurité ferroviaire à vos proches. Visitez le finilesvoiestragiques.ca. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on a en studio notre physiothérapeute Arthur Coinco. Avec lui, on va parler des problèmes au cou et au dos. Il est venu avec une belle chaise là sur laquelle je vais prendre plaisir à me faire masser le cou. On va aussi discuter des programmes scolaires du côté du Musée canadien de la nature. Et tout de suite pour commencer, on va parler du lien entre la consommation de substances et la santé mentale et bien plus encore par rapport à comment les jeunes peuvent se préserver dans la mesure du possible de la consommation excessive de substances. Avec moi, la directrice générale de l'organisme Jeunesse sans drogue. Et vu que c'est la rentrée, Chantal, je me suis dit qu'on pourrait rappeler un peu et aux jeunes et aux parents qui nous regardent la mission de Jeunesse sans drogue. Oui, merci. Oui. Alors, la mission de Jeunesse sans drogue, c'est vraiment d'épauler les parents, de les encourager à avoir des dialogues continus avec leurs jeunes sur la consommation, sur les substances, d'approcher ça avec curiosité, avec amour, mais de donner les outils nécessaires pour qu'ils puissent justement amorcer le dialogue avec leurs jeunes. Un rappel aussi, les éléments dont tu parles, c'est accessible sur votre site web, c'est gratuit. Bien sûr. Puis on demande aux parents d'aller les consulter un peu à chaque semaine parce que vous avez toujours de nouvelles affaires à présenter aux parents. Aujourd'hui, on veut parler de la rentrée scolaire qui pourrait être une période anxieuse pour les jeunes et même pour les parents aussi. Oui, mais en temps normal, la rentrée, ça vient toujours avec une certaine fébrilité. On a un nouveau sac, on a des nouveaux amis, on a des nouvelles classes, des nouveaux vêtements. Donc, ça vient avec une certaine fébrilité, mais là, on additionne peut-être une couche qui peut amener une certaine angoisse ou un certain stress additionnel chez les jeunes, où est-ce que là, on retourne en présentiel, les mesures sanitaires sont allégées, le port du masque n'est plus là. Donc, tout à coup, on immerse le jeune en présentiel et ça peut amener une source de stress additionnel dans une période qui, habituellement, amène son lot de stress aussi. Et comment tu penses qu'un parent devrait gérer ça? Surtout le fait que pour un parent, par exemple, qui a un jeune qui avait 14 ans quand la COVID a commencé et qui maintenant est rendu à 16 ans, l'âge même où est-ce qu'il découvre les affaires, ça doit être un peu difficile pour les parents et même pour le jeune aussi. Et pour le jeune aussi. Mais je pense qu'à la base, de toute façon, le stress, c'est normal. Donc, qu'on puisse normaliser le stress, qu'on n'en fasse pas un drame, mais en même temps, il faut reconnaître qu'on est dans un contexte qui est spécial. C'est extraordinaire ce qu'on vit maintenant. Oui. Donc, aller à la rencontre de son jeune, essayer de dire, est-ce que tu es stressé? Parce que moi, puis avouer encore là, se rendre authentique dans cette approche, dire, sais-tu quoi, moi, je suis un peu stressée pour toi, puis tu sais, je sais pas si je fais les bonnes choses, etc. Donc, être capable de reconnaître ça, mais de dire, je pense que c'est normal, puis d'en parler avec son jeune, puis de lui demander si, juste, parce que peut-être que dans le fond, il n'est pas stressé du tout. Puis nous, on se fait une montagne avec ça, puis on se dit, oh mon Dieu. Donc, il faut peut-être en parler, puis dire, allez valider, comment te sens-tu, puis être à l'affût. Parce que c'est normal que le jeune, dans les 2-3 premières semaines d'école, soit un peu stressé, mais si on voit que tout à coup, ce stress-là ne s'allège pas, que notre jeune continue à avoir de l'angoisse un petit peu plus accentuée que ce qu'on voit, bien, c'est peut-être un petit peu un facteur de risque qu'il faut aller reconnaître puis aller l'appuyer, puis demander à son jeune comment je peux faire, justement, pour t'aider. Il ne faut pas justement penser directement solution et puis imposer nos solutions aux jeunes. Exactement. Dire, c'est sûr que c'est plus facile si on a déjà des pistes de solutions d'amorcer dans notre tête, mais d'aller à la rencontre du jeune puis dire, comment je peux faire pour t'aider? Je vois que tu es tout le temps en retard le matin pour aller à l'école. Y a-t-il une raison? Est-ce que c'est parce que votre jeune est stressé puis il veut pas y aller, puis il essaye d'allonger le moment le plus longtemps possible pour pas partir de la maison, ou c'est juste parce qu'il manque d'organisation? Y a-tu moyen que je t'aille? Je peux-tu te réveiller 15 minutes plus tôt? On peut-tu décider ton linge avant? Mais juste aller explorer avec lui ou elle des pistes de solutions, mais lui demander,
puis qu'il fasse un bout de chemin. C'est une façon aussi de développer l'autonomie chez notre jeune, de dire, ben toi, qu'est-ce que tu en penses? Comment je pourrais t'appuyer, justement? Je pense que ça, c'est un message pour les parents qui, c'est pas mauvais, hein, qui aiment beaucoup couver. Puis moi, je sais que je serais comme ça. Je suis comme ça avec mes neveux, j'imagine pas avec mes propres enfants. Vraiment des parents qui aiment couver, qui ont des solutions toutes préparées. OK, c'est ça que tu dois faire parce que ça va t'aider, mais toi, tu viens avec une approche de proposition. Je te propose des solutions et à toi de choisir. Oui, mais même là, avant même de proposer, c'est toi, qu'est-ce que tu en penses? On a parlé avant, dans d'autres chroniques, de comment on développe la résilience. Alors, oui. Alors, une façon de développer la résilience, c'est d'aller à la rencontre du jeune et lui demander, lui, ses solutions. On va garder la résilience pour après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. On peut souffrir, être blessé, être écorché, ralenti, désemparé, même paralysé. Mais rien ne peut nous abattre, car nous sommes bâtis sur des fondations solides, inébranlables comme notre mission. Combattons. Combattons ensemble. Sur nos voies navigables, un décès sur 3 est causé par la navigation de plaisance avec les capacités affaiblies. Ne naviguez jamais si vos capacités sont affaiblies. À la prochaine émission de Vivre Ensemble, j'ai le plaisir de recevoir le professeur Boulou Ebanda de Berry de l'Université d'Ottawa. Il nous parlera de sa conception et de la vision de Vivre Ensemble. C'est un rendez-vous. Vivre Ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. Parle de tout ce qui a trait à la préparation, je devrais dire même à la préservation de nos jeunes quant à la consommation des substances. Avant la pause, Chantal Valéran de Jeunesse sans drogue nous parlait des facteurs de risque, surtout en cette période de rentrée-là. Après les facteurs de risque, il y a un autre volet qui vient comme se positionner devant les parents et c'est lequel? C'est de détecter les facteurs de risque pour pas que, justement, les facteurs de risque amènent à une consommation problématique. Parce que ça peut être des petits signes pour les parents de dire, est-ce qu'il y a un problème ou pas? Ou est-ce que ce sont des rites de passage qui sont normaux? On a parlé plus tôt avant de dire, oh mon Dieu, mon jeune doit avoir beaucoup de stress. Allez valider, est-ce que c'est beaucoup de stress? Mais quand je parlais plutôt, tout à coup, l'angoisse demeure malgré le fait que là, il devrait être habitué d'aller à l'école. Ça fait une couple de semaines. Je sens que, les amis changent, les habitudes changent, la routine change. Et j'ai des inquiétudes par rapport à mon jeune, mais ça peut être des signes que ça peut bifurquer vers une consommation problématique parce que pour pallier à justement un stress accru, un jeune peut décider que, tiens, je vais prendre du cannabis, ça me calme les nerfs, puis ça m'aide à être plus à l'aise dans des situations sociales. Donc, être capable de reconnaître ça chez les parents, puis j'invite les parents à venir sur notre site pour voir quels sont ces facteurs de risque-là, puis d'identifier ça pour aller justement voir avec le jeune s'il y a matière à ce que ça glisse vers une consommation problématique pour éviter ça. Il y a une publicité qui passe souvent sur les ondes de TV Rogers que j'aime beaucoup, c'est votre campagne Continuez de jaser. Je ne sais pas si je le dis bien. Oui. Continuez de jaser parce qu'il faudrait qu'on le dise, les adolescents, souvent, c'est comme s'il y a une barrière entre eux et les parents n'arrivent pas à passer le cap pour avoir ce genre de discussion avec eux. Mais encore là, c'est une perception du parent. Parce que quand on demande aux jeunes... Okay. Oui, je veux dire, je le vis quotidiennement. Je sais qu'on a l'impression qu'on parle dans le vide. Cependant, quand on demande aux jeunes quelles sont vos sources privilégiées d'informations quand vient à la consommation de substances et de substances, les sources qu'ils vont croire crédibles sont les parents et l'école, avant les médias sociaux, avant les amis.
Bonne information. Mais, donc, dans 63% des cas, les jeunes vont dire, bien, je crois que quand mes parents me parlent de consommation, ça vient d'une source crédible. Alors, puis quand on demande aussi aux enfants, qu'est-ce qui t'empêcherait de consommer? Ils disent souvent, une des raisons, c'est « je ne veux pas inquiéter mon parent ». Donc, si on était capable de parler de ça, de dire « je m'inquiète de ta santé », pas « tu vas me décevoir », pas avec jugement, c'est merci, juste « je suis inquiet parce que je pense qu'il y a des risques pour ta santé, puis je veux que tu sois le plus en santé, le plus heureux possible ». Donc, être capable d'aller semer ça pour que l'enfant puisse prendre des choix informés à la suite de ça, ça va aider justement à prendre des bonnes décisions. Je me rappelle d'un exemple que tu as donné durant une chronique, c'était de parler, par exemple, si on a vu des statistiques ou même des éléments sur jeunesse en drogue, de présenter ça aux jeunes. « Ah, tu vois, j'ai entendu parler de ça ou de telle affaire, qu'est-ce que toi tu en penses? » Ça pourrait envoyer la conversation et puis créer ce lien de confiance-là avec le jeune. Oui, on n'est pas obligé de personnaliser, on n'est pas obligé d'aller directement et dire « toi, est-ce que tu en prends? Tes amis, est-ce que tu en prends? » On peut dire, moi, j'ai appris, par exemple, que 17% des jeunes en 9e année ont tenté d'essayer du cannabis. Est-ce que toi, tu vois ça dans ton entourage? Qu'est-ce que ça te dit, cette statistique-là? Tu trouves-tu que ça représente, toi, ton vécu? On n'indexe pas. Oui, non, exactement. Donc, être capable d'en parler en toute ouverture pour que quand ça va devenir personnalisé, il va avoir déjà eu une espèce de base de confiance qui s'est créée où est-ce que le jeune sait qu'on peut en parler en toute ouverture. Alors, comment un parent pourrait... quels sont les outils que tu peux partager à un parent pour, je vais dire, développer la résilience chez le jeune? Déjà, la résilience par rapport à sa propre consommation et aussi à son entourage, parce que rendu à l'adolescence, là, faudrait pas qu'on se mente. Il y a tes amis qui vont te dire hey, que tu pourrais essayer, c'est le fun. Oui. Surtout que maintenant, il y a des... Comment ils appellent? C'est des pour vapoter, oui. Les vapoter. Ou est-ce qu'il y a une grosse teneur en THC? C'est vraiment ça. On pourra en parler. On a une autre chronique. Okay. Mais je pense que c'est important que les parents fassent valoir leurs attentes par rapport aux jeunes, puis qu'ils soient très précis, qu'on soit capable de... C'est pas parce qu'on donne des balises à nos jeunes qu'on va les contraindre ou qu'on va être trop autoritaire. C'est important que les jeunes savent, OK, voici l'espace dans lequel c'est correct. Puis d'où le fait que les gens vont dire, je vais inquiéter mon parent si je ne fais pas X, mais il faut qu'on ait défini c'est quoi. Donc, je m'attends à, quand tu vas à une fête, je veux savoir où tu es, je veux savoir à quelle heure tu vas rentrer, je veux savoir comment tu vas rentrer. Peut-être pendant la fête, je vais te texter, je m'attends à ce que tu répondes. Qu'on soit capable de vraiment mettre sur papier système, de façon... Oui, mais sur papier, mais ce que je veux dire, c'est de façon très claire, voici mes attentes, puis si mes attentes ne sont pas comblées, voici quelles pourraient être les conséquences. Pour que les jeunes savent, s'il n'y a pas d'encadrement, ça va être plus difficile. Ça, c'est une façon de développer la résilience. Il y a plusieurs façons. Être un bon modèle pour nos enfants, être capable de vulnérabilité, c'est ce que je disais plutôt, être capable d'admettre, bon, là, je pense que j'ai pas pris la meilleure décision ou je pense que je t'ai pas approché de la bonne façon. Je pense que je me suis fâchée. Si j'ai trouvé, par exemple, de l'alcool dans ta chambre puis que j'y vais de façon très émotive, ce qui est normal, mais que j'y vais pas en ouverture, bien, être capable de revenir et dire, bon, OK, on prise 2. On va... Puis être capable, parce qu'on donne la permission à notre jeune à ce moment-là de faire la même chose, puis de revenir vers nous puis de dire « Je pense que j'ai pas pris la meilleure décision », puis d'être capable de reconnaître ça, puis de trouver d'autres façons de faire. Donc, d'y aller dans cette ouverture, dans cette authenticité-là, ça va aider le jeune à développer sa résilience. Et puis, parlant des parties qui vont sûrement reprendre de plus belle, tu proposes toujours aux parents de demander à l'enfant de les contacter au cas où tu penses que tu as pris une substance qui pourrait te mettre dans un état second. Tu peux toujours me contacter pour que moi, je vienne te chercher. Définitivement. Au moins, ça préserve leur sécurité. Oui, encadrer ça dans « Je veux que tu sois en sécurité, je veux que tu sois en santé », puis avoir ces discussions-là en amont, avant. Parce que de toute façon, là, dans l'euphorie d'aller au party, puis on l'a dit tout à l'heure, là, ils vont être trop énervés, mais puis le dire souvent, tu peux toujours m'appeler, je vais toujours être là pour toi, puis avoir travaillé différents scénarios. Comment tu vas revenir à la maison, tu vas avoir un ami qui va revenir avec toi, mais si tu soupçonnes que cet ami-là a consommé, c'est quoi ton plan B? Puis être capable d'évaluer ça ensemble, puis de travailler ces hypothèses-là
avant le party. Ça, c'est une très bonne stratégie. Là, j'aime beaucoup. Et puis, pour les parents qui ont besoin de plus d'outils, de plus d'accompagnement, je vais dire par rapport à comment approcher leurs jeunes, je pense que cet été, vous avez lancé quelque chose de gros, les clavardages et puis les appels téléphoniques. Oui, je suis contente que tu le soulignes. Alors, les parents peuvent venir sur notre site, ils peuvent avoir une approche personnalisée 24 heures sur 27, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, où est-ce que les parents peuvent venir clavarder avec un expert gratuitement pour avoir peut-être un petit peu plus de soutien personnel. Puis on a une ligne téléphonique aussi et peuvent être même référés à un psychologue, encore là, de façon gratuite, s'ils ont besoin d'une aide plus soutenue. Vous faites un excellent travail et puis je suis en train de penser à ça à l'instant. Peut-être que pour notre prochaine chronique, on pourrait parler de quand un parent découvre des substances dans la chambre de son enfant, dans son sac, quelle est la réaction à avoir? Moi, je pense que je vais capoter, mais je sais pas. Ça va me faire plaisir d'en parler. Ben, merci beaucoup, Chantal. Et puis, pour les gens qui nous regardent, spécialement aux parents qui nous regardent, www.jeunessesandrogue.org, c'est le site web de l'organisme Jeunesse sans drogue. Il y a tous des outils là-bas pour vous aider à parler, à amorcer la discussion avec vos jeunes et c'est gratuit. Nous, on va prendre une pause et après la pause, on va parler des programmes scolaires au niveau du Musée canadien de la nature. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. Puis, c'était le fun? Regarde l'auto. C'est là dont tu me parlais l'autre fois? Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle maintenant des programmes scolaires au Musée canadien de la nature et avec moi, Marcus Winchester, qui est le chef des programmes d'éducation au musée. Marcus, ça fait 2 ans qu'on se voit en virtuel et enfin, on peut se voir en vrai. Je vais dire ça à tous mes invités parce que je suis tellement contente. Et tu sais, j'ai envie de te demander une question que j'avais jamais demandé avant. Comment tu es devenu comme éducateur? Comment t'es arrivé là? Alors, c'est différent pour tous nos éducateurs au musée, évidemment. Pour moi, personnellement, c'était la synthèse de plusieurs passions. J'ai étudié en éducation pour devenir enseignant, mais le secteur formel, ça ne m'intéressait pas tellement. Je comprends. Je suis en théâtre communautaire depuis que je suis très petit. Donc, pour moi, la performance, avoir un public, ça m'intéressait beaucoup. Et j'ai adoré la nature, la science pendant toute ma vie. Donc pour moi, c'est l'intersection de l'éducation, de travailler avec les jeunes, la science et la nature et avoir l'opportunité de parler à un public. Ouais. Donc, avec toutes ces passions-là, tu as créé un travail. Oui, c'est ça. Je suis tellement chanceux. Je suis là où je me sens très bien à l'aise. Et puis, en tant que chef des programmes, je pense que tu as un regard aussi sur les programmes qu'on offre aux jeunes qui viennent vous rencontrer. Et voilà, donc ce que nous faisons au musée, c'est de travailler avec le secteur formel d'éducation, avec des enseignants et des enseignantes pour aller combler leurs besoins et trouver quelle est la valeur que le musée peut apporter
à ce besoin. Alors, les programmes scolaires au musée, ce n'est pas nécessairement des programmes taille unique. C'est vraiment qu'est-ce qui est spécial, qu'est-ce que le Musée national d'histoire naturelle du Canada peut apporter à votre classe. Et puis là, on parle un peu, on a des pierres ici, on va en parler un peu plus tard. Ça, c'est un peu de la science là. Puis la science vécue en classe, c'est pas pareil que d'aller faire une expérience, par exemple, au musée. Ça n'a pas rapport, c'est comme deux affaires différentes. Je pense que ça donne le goût aux jeunes là, de participer au cours. Vous avez bien expliqué ça. Écoute, je ne suis pas enseignant. Mon objectif, ce n'est pas d'offrir une leçon qui remplace ce que fait une enseignante, parce que ça, c'est une relation à long terme. C'est vrai. Ce que nous avons, c'est une heure précieuse, 45 minutes à une heure. Pincée de sel. Oui. Et donc, une instruction, ça ne sert à rien, mais la piqûre de la curiosité, aller provoquer l'enfant à en vouloir savoir plus. Ça, c'est quelque chose qu'on est capable de faire. Et oui, que ça soit un spécimen, ça n'a rien à voir avec le spécimen. C'est avec l'intérêt, c'est avec le côté de l'esprit, la volonté d'apprendre. Ça, c'est au sein de l'enfant. Et ça, c'est la relation que nous sommes capables de livrer à l'intérieur d'une heure. Et puis au musée, à l'intérieur d'une heure, parce que j'allais poser une question, c'est bon de savoir que c'est présenté en 60 minutes. Et ce que je trouve intéressant, c'est que durant la COVID, on va dire ça, tous les musées ont dû se virer de bord avec le virtuel. Vous, au Musée canadien de la nature, vous faites ça de manière extraordinaire. Moi, j'ai pu te voir, je pense que c'est la saison précédente, j'ai vécu en temps réel là, un atelier virtuel que tu nous présentais sur les roches. Et là, maintenant, il faut dire que les ateliers reprennent et en virtuel et en personne. Oui, sans sachant exactement comment le public, s'ils vont retourner ou non. On a les deux options toujours. On a des ateliers en personne, sur place, sur le musée. On vous attend pour faire des expériences en personne avec du matériel que vous allez pouvoir toucher, explorer. Et on a ces ateliers virtuels qui sont vraiment haut de gamme. On s'est demandé la question, qu'est-ce que nous pouvons faire sur caméra que nous ne pouvions pas faire en personne? C'est un accès à des spécimens plus précieux, plus fragiles. On a des microscopes numériques. Donc, on est capable d'aller de très proche pour offrir une expérience qui est à la mesure du virtuel. Ouais. Qui peut-être dépasse dans certains aspects ce que nous sommes capables de faire en personne. Oui, définitivement. Et puis bon, je veux savoir aussi, vu qu'il y a l'option virtuelle, ça veut dire que toutes les écoles au Canada entier peuvent avoir accès à ça. On est tellement fiers que notre musée national soit finalement un musée national et non régional. Moi, je suis de Montréal. Je n'ai jamais entendu parler du Musée canadien de la nature avant que je me déplace à Ottawa. Oui. Et c'est une grande fierté pour nous de pouvoir aller chercher des élèves au Saskatchewan, au Nunavut, à la Terre-Neuve. C'est extraordinaire. Donc, il n'y a pas un atelier qui est meilleur que l'autre. L'atelier virtuel, il a son petit piquant. L'atelier aussi en personne aussi a son petit piquant. Donc, dépendamment de qu'est-ce qu'on veut, on sera servi. Oui. Alors, que vous soyez à l'extérieur de la ville d'Ottawa ou si vous voulez une expérience très facile, sans un autobus scolaire, la location et tout, et les formulaires de permission, le virtuel, ça comble vos besoins. Pour les ateliers en personne, évidemment, c'est une journée complète au musée normalement, avec l'expérience dans les galeries, avec un éducateur qui peut vous interpréter et apporter une certaine qualité d'expérience très spéciale. Et nos ateliers, par rapport aux ateliers pré-COVID, nos ateliers en personne prennent place dans les galeries et non dans une salle de classe dans le sous-sol du musée. Donc, on s'est dit, si vous allez venir au musée, il faut quelque chose de plus pour vous. C'est parce que vous voulez voir le musée. Oui, c'est ça. Vous avez bien fait ça. Et puis, pour les ateliers sur place, on peut le voir sur le site web. Il y a 2 ateliers. Le premier, c'est Habitat Arctique. On parle de quoi dans cet atelier-là? Donc, le Musée canadien de la nature, nous sommes des experts dans le monde sur la recherche arctique. Alors,
nous allons... Oui, nous sommes des experts. Donc, cet atelier-là, c'est pour les élèves primairement de quatrième année ou deuxième cycle du primaire, comme on dit au Québec. Et ça explore les interrelations entre les animaux arctiques, les prédateurs, les proies, les adaptations au froid et les adaptations pour survivre une attaque d'un prédateur ou comment attraper une proie avec le camouflage ou avec une fourrure épaisse pour se garder au chaud. Donc, toutes sortes de belles adaptations fascinantes. Les élèves vont pouvoir explorer la galerie de l'Arctique ainsi que des spécimens. Ils vont faire des activités sur une grande carte du Nord. C'est très fascinant. Est-ce qu'il y a des vidéos? Parce que souvent, au musée, vous savez, vous avez des petites capsules vidéo que les gens peuvent regarder. Ils auront accès à ça aussi? Dans le contexte du virtuel, on s'en sert beaucoup d'audiovisuel, des médias comme ça. Pour les ateliers sur place, l'emphase, évidemment, c'est sur le tangible, le réel, les spécimens. On minimise... les vidéos, les capsules vidéo. Oui. Écoute, Marcus, je vais te garder avec moi et puis juste après la pause, on va continuer de parler des ateliers qui sont sur place et offerts en virtuel. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis né sur le territoire de la Première Nation Musqueam et j'ai été élevé par ma mère qui me parlait Nkaminem. Enfant, j'ai arrêté de parler ma langue maternelle car on m'a dit que de parler d'autres langues que l'anglais ne faisait pas canadien. Les aînés me sont apparus en rêve. Ils m'ont rappelé qui je suis et d'où je viens. Je me suis alors réveillé. Mes racines sont solides et je ne suis plus un locuteur silencieux. Ma langue révèle mes origines, me définit et me guide pour montrer et expliquer notre culture et nos traditions. C'est un cadeau pour les gens d'aujourd'hui et la génération à venir. Ce qui était perdu est retrouvé. Ce qui était endormi est réveillé. Mon sang est ici et je suis complet. J'ai renoué avec mes origines. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours des programmes scolaires offerts par le Musée canadien de la nature et il y en a deux. On a des ateliers qui se font sur place et des ateliers qui se font en virtuel. Le premier atelier dont j'ai parlé avec Marcus Winchester, qui est chef des programmes d'éducation au musée, c'est Habitat Arctique. Et le deuxième dont on va parler, qui est un atelier sur place, c'est l'expérience du bassin de découverte. Et lui, c'est un atelier qui est mixte parce qu'il peut s'offrir en virtuel et en présence. Oui. Exactement. Donc, ce qui est du nouveau au musée depuis le mois de février, c'est un grand bassin qui représente un habitat pacifique de la côte, donc les cuvettes de marée. C'est un bassin plein d'animaux, des invertébrés, donc des anémones, des oursins, des étoiles de mer, des crabes. C'est merveilleux. Honnêtement, c'est merveilleux, dans le vrai sens du mot. Je l'ai vu en virtuel pour rendre les gens jaloux. Donc, les écoles, si vous êtes dans la région, vous pouvez venir pour avoir cette expérience au bassin avec nous. On va parler de ces animaux-là. C'est offert pour toutes les années scolaires, de la maternelle à la 12e année, et nous sommes capables d'ajuster le contenu pour vous. Et ça donne l'opportunité de se poser la question, comment est-ce que ces animaux sont semblables à nous et parce qu'ils apparaissent, ils nous semblent inoffensifs, comme par exemple les étoiles de mer les ici. Étoiles de mer. Ouais, les étoiles de mer, ça vit comment? Ça mange quoi? Ça mange quoi? Ils
ils n'ont pas du tout notre même apparence, mais ça mange, ça bouge, ça doit prendre de l'eau, ça doit prendre de l'oxygène. Donc, nous avons les mêmes besoins essentiels et donc nous sommes liés, nous sommes interconnectés. Donc, quelle est la relation pour un élève de la Saskatchewan avec une étoile de mer? C'est quelque chose que nous pouvons explorer ensemble. Parce qu'en bout de ligne, nous partageons la même planète. La même planète, oui. La même eau, l'air est commune, donc nous sommes interconnectés. Et c'est à travers ces animaux merveilleux, mais un petit peu étranges, que nous sommes capables d'explorer ce concept-là. Donc ça, c'est un atelier qui est fait en personne, mais aussi on peut explorer le bassin virtuellement. Virtuellement, oui. Et juste pour les gens qui nous regardent, quand cet atelier sur le bassin est offert sur place, il s'intitule « Expérience du bassin découverte », mais quand il est en virtuel, il s'appelle « Aventure en bord de mer », juste pour que vous puissiez faire la différence. Merci. Là, on va parler maintenant des ateliers virtuels et on parle de l'exploration des roches et des minéraux minéraux qu'on a ici. Alors, pour moi, ça a été un trajet difficile à apprendre comment aimer les roches et les minéraux. Je l'avoue, ce n'est pas en vie, ce n'est pas aussi excitant qu'un beau mammifère, comme un ours polaire. Alors, c'est quoi la valeur d'expériencer avec des roches et des minéraux? J'ai appris que l'histoire de notre planète est racontée à travers les roches et les minéraux. Qu'on peut se voir comme étant partie de la grande histoire de notre planète. Donc, si nous prenons par exemple cette roche ici... vraiment belle, celle-là. Oh, qu'elle est belle. Oui. C'est un grès. C'est fait à partir de petits grains de sable. Et chaque grain de sable à l'intérieur faisait partie d'une autre roche auparavant. Donc, ici, on a une histoire de plusieurs roches qui ont été érodées, qui ont été abusées par le vent et la pluie. Ça fait des dessins comme ça, là, dessus? Ah non, ça prend du temps parce que ces grains de sable se sont fait déposer par le vent. Ici, souvent, les roches sédimentaires, quand vous voyez des couches comme ça, c'est souvent au fond d'un bassin marin. Le sable va couler jusqu'au fond. Mais ici, c'est du sable qui a été déposé par le vent. Donc ça vient de l'Arizona, aux États-Unis. Donc, c'est une roche sédimentaire formée par le vent. Le temps. OK, là, t'as pris mon attention parce que c'est juste du sable qui est là. OK, on va y aller avec celle qui brille. Puis il faut dire que c'est mes choix, hein, c'est moi. Oui, moi j'ai apporté un plat d'objets spéciaux, puis Claude-Andréa... Oui, je fais des choix, mais je pense que les gens vont aimer mes choix parce que lui, il est vraiment beau. Et celui-là, c'est comme s'il y avait de l'or dessus. Oui, c'est souvent la pensée que ça soit de l'or, mais on parle ici d'un spécimen qui s'appelle le chalcopyrite. Et sans avoir des outils ou une connaissance particulière, il n'y a pas moyen pour un enfant de déterminer si c'est de l'or ou un minerai qui produit le cuivre. Donc, à l'intérieur ici, il y a des particules, des atomes de cuivre. Donc, à travers des activités minières, on va extraire les choses avec lesquelles on bâtit notre monde humain. Pour vrai, là? Donc, ça, c'est une source d'un élément de cuivre. Oui. Et ça, c'est un spécimen spécial aussi. Ce n'est pas toujours comme ça qu'on va trouver le cuivre dans la Terre. C'est souvent intermélangé avec une roche beaucoup moins intéressante. Mais Et comment t'as dit qu'on l'appelait, le chalcopyrite. Chalcopyrite. Oh, j'ai appris un gros mot aujourd'hui. Chalcopyrite. OK. Mais avec des petites expériences, les élèves peuvent découvrir par eux-mêmes que ce soit de l'or ou une source de cuivre. Intéressant ça. Et la dernière? Oui. Ça, c'est un choix parce que tu m'as donné un scoop sur cette pierre-là. Apparemment, elle peut flotter dans l'eau. Montre-nous. On va voir. OK, comment je fais? Je la prends, je la glisse simplement dans l'eau? Tout simplement. OK. On va essayer avec mon... Oh! Oui. Okay. C'est vrai qu'elle descend pas. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que vous remarquez à la surface? Toutes sortes de petits... Oui, il y a des petits trous et puis j'ai l'impression que c'est en train de fondre un tout petit peu dans l'eau ici. Ah, possiblement. Il y a des petites particules. Des miettes, des sédiments. Oui.
Mais les petits trous, ça représente le fait que cette pierre est pleine de bulles de gaz qui ont été attrapées dans un magma, donc un volcan qui explose et dépose une pierre fondue. Mais à l'intérieur de cette pierre fondue, il y a du gaz. Et quand ça solidifie, le gaz est pris à l'intérieur et permet à la roche à flotter. Donc ça, c'est la pierre ponce. On peut l'acheter à la pharmacie pour frotter nos pieds. OK, ça vient de là, la pierre ponce? La pierre ponce, c'est une roche volcanique, oui. OK, j'ai appris plein de choses aujourd'hui. La pierre qui nous produit un peu de cuivre quelquefois et puis celle qui nous vient de... en tout cas, la pierre ponce. Et pour ça, là, ça vient de quel coin? Parce que ça, tu m'as dit que ça venait de l'Arizona. Est-ce qu'on sait ça vient d'où? D'un volcan. D'un volcan? En tout cas, d'un volcan qui se trouve sur la Terre. Ça fait des expériences magnifiques. Déjà, avec 3 histoires de 3 pierres, là, je suis déjà contente. Alors, combien de personnes par groupe à qui vous donnez accès pour les ateliers sur place? 30 élèves maximum 30 avec les parents et les enseignants accompagnateurs. Et puis, je sais qu'il y a des tarifs de groupe, tout ça sur le site web du Musée canadien de la nature. Et voilà, nature.ca/éducation. Et puis, le tout est joué. Merci beaucoup, Marcus. Merci pour cette expérience que tu m'as permis de faire ce matin. Et puis, pour les gens qui nous regardent à la maison, surtout pour les écoles, si vous voulez avoir accès à ces ateliers qui se font sur place et aussi en virtuel, www.nature.ca/éducation. Vous aurez toutes les informations. Nous, on va prendre une pause et après la pause, on parle avec notre physiothérapeute Arthur Coinco. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Bonjour, je m'appelle Michel Prévost, je suis un historien et archiviste, président de la Société d'histoire de l'Outaouais et j'ai le plaisir, avec les émissions Promenade dans le temps, de vous faire découvrir le riche patrimoine d'Ottawa, de Gatineau, de l'Est ontarien et de l'Outaouais. Ces émissions ont pour but de vous faire connaître notre patrimoine et le valoriser. Promenade dans le temps. Mardi 19h30 sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle des problèmes liés au cou et aussi au dos avec notre physiothérapeute Arthur Coinco. Mais Arthur, tu me disais tantôt que notre sujet d'aujourd'hui a un lien avec ma première invitée qui parlait du stress et aussi le deuxième invité qui parlait des roches. Tu m'expliques le lien que toi tu fais avec ça? Mais je pense que c'est Chantal, Chantal qui a présenté Valera, par rapport au stress. Oui. Et la plupart des personnes qui retournent au travail, peut-être ils ont du stress parce qu'ils vont être avec des autres personnes. Et le stress a un impact énorme sur les muscles et sur la tension. Et c'est pour cette raison qu'il y a un lien. Et pour celle de Marcus, parce qu'avec les roches, j'ai entendu, parce qu'avec même notre corps, on peut avoir des blessures, soit avec un trauma ou avec des mouvements répétitifs, mais aussi pour les personnes qui travaillent devant l'ordinateur, c'est la posture. Et avec la mauvaise posture, avec le temps, comme les roches, alors les os
vont avoir des dégénérescences. Et puis, ils vont être raides, hein? C'est ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux te montrer des exercices à faire pour éviter d'avoir ces problèmes-là. Alors, les exercices, c'est toujours après la pause qu'on le fait. On a Mini Arthur qui est là en studio avec nous. Et avec toi, on fait toujours un peu d'anatomie pour nous expliquer les différents problèmes, d'où ça vient et tout. Exact. Alors, j'ai le Mini Arthur, mais j'ai aussi... ça, c'est la colonne vertébrale. On voit ça. Alors, c'est important de noter qu'avec la colonne vertébrale, ça divise en des différentes sections. Alors, on a la section cervicale, ça c'est pour le cou. Ensuite, la section thoracique. Thoracique, OK. Ouais, et ça c'est pour les côtes, qui attachent les côtes. Et aussi en bas, le bas du dos. Oui, c'est ça, c'est la colonne lombaire. Lombaire. OK, lombaire. Et c'est important parce que les différentes régions, cervicales, thoraciques et lombaires, ils ont un rôle spécifique. Par exemple, pour le rôle de cervical, c'est pour bouger le cou. OK? De tourner le cou, de regarder en haut, en bas. Exact. Mais il y a une place où la partie en bas de cervical s'attache à la partie en haut de thoracique. Et la cage thoracique, okay, avec les côtes, OK? Alors, ces os, ils s'attachent aux colonnes thoraciques. Et c'est important parce que ça protège tous les organes. Qui sont à l'intérieur. Et c'est ça. Mais il n'y a pas beaucoup de mouvements de flexion, extension, mais plus de rotation. Donc, le lombaire est vraiment demandé la plupart du temps. Exact. Alors, la partie plus lombaire, alors, on est assis sur une chaise. Et si on passe trop de temps assis, ça peut impliquer des problèmes dans le lombaire. Et entre le cervical et thoracique, et entre thoracique et lombaire, c'est là où il y a des points vulnérables. Alors, quand tu as parlé de stress, là, je trouve que c'est intéressant, surtout pour le côté cervical, parce que toute la pression, déjà même quand on est assis devant l'ordinateur, oui, on peut avoir mal à la hanche, mais c'est souvent les épaules, tu vois, parce que on est tout le temps comme ça. C'est ça, exact. Alors, si on passe trop de temps assis, alors notre corps développe une posture qui est plus confortable, qui est plus efficace, mais avec le temps, ce n'est pas la bonne posture. Et ça va mettre plus de stress dans certains muscles qui sont pas, c'est pas leur rôle d'être comme ça. Alors, leur rôle, c'est plus de la mobilité, de se bouger. Et si se reste dans une position statique, là, ils vont avoir plus de problèmes de tension musculaire. Le stress, comme on a parlé avant, ça va causer de tension, dans les muscles qui s'attachent de cou jusqu'aux épaules. Ça tire les épaules en avant comme ça. Si on a des tensions ici, si on travaille devant nous comme ça raccourcit les muscles en avant, ça tire les muscles en arrière et ça cause des problèmes quand on sort de notre travail et on essaie de jouer au sport. Ouais, surtout si on ne fait pas d'échauffement. Tu dis toujours de faire de l'échauffement pour quoi que ce soit. C'est ça, exact. Alors, dans le milieu, là, c'est vrai qu'on va faire des exercices un peu plus tard. Le cervical, oui, peut-être qu'on peut faire des mouvements par rapport au cou et tout. Mais dans le milieu, qu'est-ce qu'on peut faire pour... Ça, c'est une bonne question. Alors, comme j'ai parlé avant, c'est la cage thoracique qui s'entoure... cette région, organes, exact, qui protège les organes. Mais le mouvement de flexion et d'extension, c'est moins que dans la partie cervicale et lombaire. Alors, pour cette partie, c'est plus la rotation. Alors, on va montrer des exercices de se tourner à droite ou de tourner à gauche. Mais ça, c'est important parce que si on reste devant nous, assis on ne fait pas beaucoup de rotation. Mais si on se met dans notre auto, on cherche notre ceinture, on essaie de se tourner, de faire une rotation, on ne peut pas. Qu'est-ce qui arrive? C'est l'épaule qui prend la ceinture, tu tires et peut-être tu auras un problème. Exact. Alors, il doit avoir une bonne santé de notre colonne cervicale pour éviter d'avoir des problèmes au cou et au dos. Quand les gens n'ont pas une bonne routine, et puis je m'inclus là-dedans, qui ne font pas toujours, oui, peut-être de la marche, mais qui ne font pas vraiment les mouvements souvent que tu nous montres, et qu'on commence à avoir mal au cou, ça peut être quelque chose qui est passager, mais à quel moment on doit vraiment s'inquiéter et puis se dire, OK, je dois courir pour aller voir Arthur? C'est ça, bonne question aussi. Juste pour voir, OK, est-ce que j'ai autre problème? Est-ce que j'ai les maux de tête?
Est-ce que, est-ce que j'ai des problèmes neurologiques comme des picotements, engourdissements? Est-ce que j'ai une douleur qui se voyage? Comme ça commence au cou, mais ça continue jusqu'au doigt. Alors ça, c'est le temps de dire, peut-être je vais voir un expert ou un physio. Parce qu'on a comme le Tylenol, l'Advil, tous les autres. Ou bien le Voltaren qu'on peut mettre ça, c'est juste comme des pansements. C'est pas juste de trouver la solution. Okay. Et si on passe trop de temps à attendre, ça doit être un problème. Donc, la première des choses que toi, tu fais quand tu reçois quelqu'un à la clinique, c'est de faire une évaluation clinique. C'est ça, je demande des questions, je prends une histoire, est-ce qu'il y a des autres problèmes médicaux? Ensuite, je fais une évaluation physique avec le mouvement de cou, par exemple. Ensuite, je touche les différentes parties, les muscles. S'il y a une augmentation de tension, et je fais mon traitement. Ensuite, je donne des exercices à faire à la maison. Et toi, si quelqu'un arrive, que tu fais tes questions et tout, et que tu commences à faire l'évaluation physique, toi, tu peux sentir qu'il y a d'autres problèmes en arrière de ce petit problème de cou, par exemple? Comme j'explique toujours, le corps, tout est relié. Tout est relié. Alors, si tu viens à la clinique, tu te présentes avec un problème, mais il n'y a pas de trauma, il n'y a pas comme quelque chose qui est arrivé, mais ça fait 2 semaines que j'ai essayé de lever quelque chose, ou j'ai mal tourné, ou j'ai mal dormi, ou je dors dans un autre lit, dans un hôtel. On fait juste quelque chose de différent dans ta routine. Peut-être c'était ça la cause. Oui. Et ça donne les symptômes qui sont dans une autre partie du corps. OK, Arthur, j'ai plein de bobos sur mon corps. On va en parler après la pause parce qu'on va faire des exercices et j'espère que vous allez nous accompagner. On revient juste après. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. My name is Chase Nicholas. Je m'appelle Chase Nicholas. Je suis Micmac et je joue au hockey. Je me souviens, plus jeune, que ma famille parlait des Micmacs comme les inventeurs du hockey. En première année du secondaire, j'ai fait une recherche sur les bâtons de hockey des Micmacs, qui sont également les premiers bâtons de la LNH. J'en ai trouvé un fabriqué en 1917, l'année de la création de la LNH. J'ai été surpris d'apprendre que le bâton que je tenais avait été fabriqué par mon arrière-arrière-grand-père, Alexander Cope. En 1934, un aîné connu sous le nom de Old Joe Cope a écrit une lettre au Chronicle Herald de Halifax dans laquelle il affirmait que les Micmacs avaient inventé le hockey. Plus tard, j'ai découvert que je suis un descendant en ligne directe de Old Joe Cope. Il fut un temps où les enfants de ce peuple étaient arrachés à leur famille et n'avaient pas le droit de parler leur langue, perdant ainsi leurs mots et leur histoire. Mais à présent, on se réapproprie notre histoire. Lorsque je saute sur l'Atlas, je suis fier de savoir que mes ancêtres et les Micmacs sont à l'origine du hockey. C'est vrai. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ma première séance après 2 ans avec notre physiothérapeute Arthur Coinco. On parle toujours des problèmes liés au cou et au dos. Et puis, je pense que je suis dans la clinique de Arthur en ce moment. On est ici dans la clinique. Alors, la première chose que je fais après de faire, de prendre des questions et d'avoir le consentement de toucher, tout ça, de faire une évaluation du mouvement actif de cou. OK. Alors, la première chose, c'est juste... Est-ce que tu peux faire des mouvements pour moi de ton cou? Et quand tu fais ces mouvements, tu vas me dire si ça fait mal, ça fait une différence d'un côté à l'autre, OK? Oui. OK. Parfait. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais juste tourner Oui, juste regarde devant toi. OK. Et est-ce que je peux mettre ma main? Oui. OK, regarde en bas. OK. Comme ça. OK, maintenant, regarde en haut.
haut. Excellent. OK, retourne. Tourne ta tête à droite. À droite, oui, j'ai mal. Oh, t'as mal. T'as mal où? Ici, c'est vraiment le côté droit. Puis je te l'ai dit. OK, je prends note de ça. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Et si tu tournes à l'autre côté, à gauche? Oui, je le sens aussi. C'est comme un étirement? Oui, ou... oui. Quand je fais à gauche, c'est un étirement. Et puis, comme ça, c'est juste une pression. Une pression. Ah, intéressant. Alors maintenant, si tu penches comme ça, comme ton oreille, oui, à gauche. Un étirement, oui, ici. Un étirement. Et l'autre direction? Juste une pression, pareil. Juste une pression, comme ça. OK, parfait. Alors, j'ai évalué tes mouvements actifs. Alors, la deuxième chose à faire, c'est moi qui fais le mouvement pour toi. Okay. Je prends note que le côté droit, ça fait mal, ça tire quand tu tournes à gauche ou quand tu penches à gauche, mais quand tu vas à droite, c'est comme un coincement. Alors, maintenant, c'est moi qui fais le mouvement. Alors, je prends ta tête comme ça, je descends comme ça, et ensuite... C'est ça, et je tourne. Et l'autre direction, c'est moi qui va faire le mouvement exact. Et ensuite, comme ça. Et quand tu fais ça, tu arrives à évaluer qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Alors, normalement, dans la clinique, peut-être, moi, je touche comme sur la colonne vertébrale. Mais juste pour cette séance, c'est juste de montrer que toi, tu fais le mouvement, ensuite, moi, je fais ça pour toi. Ensuite, on peut faire comme des tests de force, de résistance, pour voir si les muscles sont impliqués. Alors, moi, je vais mettre ma main comme ça. Empêche-moi de te pousser comme ça. Excellent. En arrière. Il faut que j'arrête. Oui, c'est ça. Tourne ta tête à moi. L'autre direction, c'est ça. L'autre direction... À gauche, tourne à gauche. À gauche, Oui, c'est ça. Et penche à droite, comme ça. L'autre direction. L'autre direction, c'est ça. Et l'autre, finalement. Là, c'est ça. Oui. Sur le côté droit, je l'ai senti encore la même pression quand... Exact, exact. Alors, je demande, OK, qu'est-ce qui arrive pendant qu'on fait ça? Alors, on a fait ça. Peut-être je peux faire des autres tests qui est plus spécifiques pour que je puisse comme faire de thérapie manuelle. Juste de faire un test sur l'artère vertébrale et certains ligaments qui sont attachés dans le cou. Afin de faire ça, si tu passes, si c'est négatif, alors là, je mets mes mains sur... les épaules. Exact. Alors, je prends... Ah oui, c'est ça, là. Si je compare de gauche à droite, il y a plus de tension par là. Ça, c'est une muscle qui commence ici et s'attache juste en bas. Jusqu'en bas. Je touche et je demande que ça fait mal. Ici, Et si je là, je suis en train d'avoir une consultation gratuite, là, www.prophysiothérapie.com pour avoir la il y a un muscle qui commence ici. Ça termine par là. OK, alors j'essaie de faire des autres évaluations. Je fais la palpation sur des autres muscles. Et pour toi, je conclure que, OK, peut-être il y a comme une tension qui est reliée à ta posture devant l'ordinateur. Oui. Peut-être à la soirée quand tu lis, quand tu regardes en bas comme ça. Alors, je commence à faire les traitements. Alors, un traitement, c'est comme utiliser mes mains, une thérapie manuelle. Alors, cette technique qui s'appelle Active Release Technique, c'est une collaboration de patient et physio. Alors, moi, je vais faire une pression comme ça. Je veux que tu tournes ta tête à gauche. Tourne ma tête à gauche. Oui, tu vas comme ça. Et on revient. Et on continue. Et lorsque tu tournes, moi, je fais ma technique comme ça. Et la technique, c'est ça. Ça sert à quoi? Ça sert, qu'est-ce que c'est? Pour réduire la tension en mettant la pression sur un point qui est sensible, où il y a beaucoup de tension où sont les fibres musculaires sont trop tendues. Alors ça, c'est un exemple. Un autre exemple, il nous reste 3 minutes. Pas de problème. Alors, tu commences comme ça et tu finis comme ça, OK? Commence et finis l'autre comme ça. Tu penches, oui. Et si je fais ça, ça fait mal, Une autre chose que je peux faire, je peux utiliser ça. Ça, c'est comme de faire masser le muscle. On appelle ça le Theragun. Le Theragun. Oui.
Alors, je vais mettre ça comme ça. Ouh, ça va C'est faire comme... du bien. Oh mon Dieu, ça fait du bien. Ça, c'est une autre sorte. OK. Et puis, tout ça, là, c'est pendant la consultation. Oui, c'est ça. On peut faire ça. OK. Je peux te montrer des exercices à faire à la maison. Là, tu peux utiliser une balle de tennis. OK, tu mets ça comme juste de rouler sur le muscle toi-même. Et si j'ai pas de balle de tennis, qu'est-ce que je pourrais utiliser pour remplacer? Ouf. OK, ça fait vraiment du bien. Si tu n'as pas une balle, moi, je suis entraîneur de tennis, je te donne une balle. Mais si tu n'as pas de balle chez toi, tu peux même utiliser comme ta main. Comme ça, OK. Juste faire comme ça. Ça fait ici, je sens vraiment la pression et que ça fait vraiment du bien. Donc, juste avec une balle de tennis, si vous l'avez à la maison, là, vous pouvez comme vous faire des petits massages. Alors, il nous reste 1 minute 30. Okay. Ça, c'est... Alors, maintenant, c'est le temps pour les exercices de renforcement. Alors, quand on a fait les mouvements de résistance, on a noté que ça fait mal dans quelques directions. Ouais. Alors, si je mets la bande élastique comme ça, je tiens comme ça et je tourne. Oh, un peu comme quand tu tenais ma tête tantôt. C'est ça. Alors là, ça va entraîner cette partie, mais l'autre partie va se fonctionner aussi. Alors, je peux aller dans l'autre direction. Un autre mouvement, c'est de faire le mouvement comme ça. Alors, si on fait les mouvements avec les bandes élastiques, et finalement, ce qui est important, c'est un exercice pour la posture. Parce qu'on reste comme ça, arrondi, c'est nécessaire de, comme ça, c'est ça. Comme ça. Et de faire les cercles comme ça, en arrière. Comme ça. C'est important. C'est ça, de faire les mouvements. Comme ça, c'est très important. Ça fait mal. Oui, ça fait mal parce que c'est la première fois que tu fais. Mais avec le temps, alors les on le fait pendant combien de temps? 30 secondes. Les articulations vont se avoir plus de souplesse. Je te garde avec moi. On revient juste après la pause. Et là, on va parler avec Arthur peut-être d'un dernier exercice. Restez avec moi, vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Mal. Et tu sais, c'est définitivement relié au genou. Tu penses, hein? Oui, parce que quand tu... L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com. Ensemble pour une industrie plus forte. Afin d'éclairer votre choix, TV Rogers a invité pour vous les candidats à la mairie de la Ville d'Ottawa afin qu'ils partagent leur programme électoral. La campagne locale, les candidats à la mairie, ce soir 18h30 sur TV Rogers. Chaque année, des dizaines de Canadiens sont tués ou gravement blessés parce qu'ils prennent des risques près des voies ferrées. Parlez de la sécurité ferroviaire à vos proches. Visitez le finilesvoiestragiques.ca. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle toujours avec notre physiothérapeute des problèmes liés au cou et au dos. Et j'ai eu un cadeau, j'ai eu une balle de tennis pour pouvoir me masser le cou. Et Arthur, on voulait rappeler aux gens que tu as repris les consultations en personne et aussi en virtuel pour ceux qui ne sont pas trop à l'aise. Comment ça fonctionne? Ben là, si c'est virtuel, ils vont juste appeler notre clinique et on veut faire un rendez-vous pour faire l'évaluation et je vais leur montrer des exercices à faire. Mais si c'est dans la clinique, on peut faire la thérapie manuelle. Thérapie manuelle. Et puis, ça prend combien de temps? Dès que moi, j'appelle, par exemple, aujourd'hui, est-ce que je peux avoir un rendez-vous le lendemain? Demain. Ah, c'est facile, ça. Un jour.
Merci beaucoup, Arthur. Et puis, merci pour le cadeau que tu m'as fait. Je vais prendre toute la journée pour me masser le cou. Et puis, vous aussi, à la maison, vous avez une balle de tennis, n'hésitez pas. Et puis, comme Arthur l'a mentionné, il est possible d'avoir accès à lui en personne et aussi en virtuel. www.prophysiothérapie.com, c'est son site web. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. On sera de retour demain à partir de 11h en live. Je vais discuter des activités du RGA, le regroupement des gens d'affaires de la capitale nationale. On va aussi parler avec l'auteur Stéphane Desjardins de son nouvel ouvrage intitulé L'histoire du cinéma, Pine de Sainte-Adèle. Et on va terminer l'émission avec notre chère Nathalie Coutou. À demain à partir de 11h. Bye bye! Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue. Jeunesse sans drogue Canada.